Bienvenue aux 7e rencontres de Cannes dans ce superbe cadre de la plage du festival pour un grand débat. Les journalistes, guilty or not guilty, en français les journalistes sont-ils coupables ou non coupables? Pour en débattre, deux grandes signatures de la presse française, Franz-Olivier Gisbert, journaliste, écrivain, directeur du Point, et Jean-François Kahn, ex-journaliste, aujourd'hui écrivain et qui a fondé, on s'en souvient, l'événement du jeudi, et Marianne. Donc ce débat, eh bien, il revient régulièrement à la surface, encore récemment avec l'affaire Strauss-Kahn, avant l'affaire Wikileaks, la crise de l'euro. Les journalistes disent-ils, ou plutôt ne disent-ils pas la vérité? Les journalistes ne seraient pas indépendants vis-à-vis des pouvoirs politiques, vis-à-vis des pouvoirs économiques. Ils auraient tendance à sacrifier à la pensée unique, à la surenchère, à la dramatisation, au sensationnel. Chaque année, notre confrère Lacroix fait avec TNS Sofres un sondage d'où il ressort que cette année que pour 63% des Français, les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique et pour 58%, ils ne le sont pas des pouvoirs économiques. Et 40% des Français estiment que la qualité des médias s'est détériorée depuis 10 ans. Alors, est-ce que les journalistes, en fait, sont victimes d'une sorte de défiance générale qui touche à la fois les politiques, les institutions, d'une façon générale, toutes les élites, ceux justement que l'on voit à la télévision, et ce au moment où jamais les Français n'ont eu autant de sources d'informations? La presse doit-elle tout dire, y compris sur la vie privée? Doit-elle respecter la présomption d'innocence? Que dire des relations entre les journalistes et les politiques? Y a-t-il connivence? Que penser du off? Vous savez, ces propos qui sont rapportés sans que l'on en cite l'auteur. Y a-t-il un conformisme de la pensée? La presse est-elle moutonnière? Fait-elle suffisamment d'investigations? Que dire de l'irruption d'Internet, et notamment sur ses conséquences sur l'immédiateté de l'information? Voilà autant de questions sur lesquelles nous allons nous pencher. Donc peut-être en commençant par la thématique générale de ce débat. Franz-Olivier Gisbert, les journalistes sont-ils coupables? A priori oui, puisque dès qu'il y a un problème important, le politique se tourne toujours vers nous en disant c'est la faute de la presse. Il y a un exemple récent qui m'a absolument halluciné, c'est l'exemple Strauss-Kahn. C'est-à-dire que, d'abord, ça a été le procès de la presse sur le thème pourquoi elle ne l'a pas dit, mais pourquoi on ne le disait pas. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs. Il y avait même un peu plus que des rumeurs. Mais nous, en tout cas, au Point, on ne voulait pas rentrer dans la vie privée. On pouvait faire des allusions. Puis il y avait les humoristes qui faisaient des allusions. Mais enfin, c'est vrai, notre rôle, ce n'est pas d'entrer dans les chambres à coucher avec des appareils de photo pour raconter ce qui se passe. Bon. Et là, il y a eu ce procès sur le thème. Mais pourquoi ils ne nous l'avaient pas dit avant? C'était pas... D'abord, on n'était pas au courant. Mais ce n'est pas les politiques, c'est les Français qui posent ces les questions. Politiques et les Français. Les Français aussi, vous avez raison derrière. Bon. Et après, procès, mais ils en font trop, et pourquoi ils en parlent? Vous voyez ce que je veux dire? Donc de toute façon, c'est normal, parce que nous sommes le reflet de la réalité. Nous sommes une sorte de miroir de l'actualité. Et cette actualité, elle est souvent dégueulasse, triste. Et donc forcément, c'est contre nous que ça se tourne. C'est un peu logique. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on ne doit pas faire de procès contre la presse. Je pense qu'il y a une espèce de corporatisme dans notre profession qui fait que, disons, on aurait le droit à une certaine impunité. Les journalistes ne supportent pas d'être mis en question. Je l'accepte tout à fait. Mais je crois, par rapport à votre question, il faut prendre un peu de recul. La question est mal posée. Très bien posée. Mais je pense simplement, par rapport à tout ça, on doit juste prendre un peu de recul en sachant que, de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera critiqué et je dirais c'est normal. C'est normal, de toute façon, on a une responsabilité très importante, on n'est pas toujours à la hauteur et c'est normal qu'on nous demande des comptes. Quoi qu'elle fasse, elle fera se critiquer et c'est normal, Jean-François Kahn. Pour Dominique Strauss-Kahn, je comprends tout à fait la réaction des gens. Il faut dire, quand on faisait allusion, parce que d'abord on peut aussi ne pas savoir, ça existe. Moi, il y a plein de choses que je découvre avec consternation. Moi aussi, évidemment. L'histoire de Carlton, etc. On ne savait pas. À chaque fois que, par exemple, j'ai écrit, comme il a dû écrire, que j'écrivais attention, c'est un chaud lapin. Voilà, j'employais. Je recevais des lettres d'injures en disant mais qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? C'est une honte, c'est une attaque en dessous de la ceinture, etc. Je vous signale d'ailleurs qu'un comique, mais qui est journaliste comique, Guillon, a été viré pour ça. Et dans la presse, on disait plutôt qu'on avait eu raison, qu'il avait été trop loin, etc. Bon. Non, ce qui est intéressant, au fond, c'est le titre. Vous dites, les journalistes sont-ils coupables?
Je pense, dans les années 50, ça ne serait même pas venu à l'idée de dire les journalistes sont-ils ceci ou cela. Le concept n'existait pas. Et d'ailleurs, Jean-François, si on regarde bien, déjà ce type de propos, on les retrouve par exemple dans la bouche d'Émile Zola. Qui se moque d'ailleurs un peu de cette espèce de rhétorique permanente contre la presse. Et d'ailleurs, je trouvais le sondage que vous citiez tout à l'heure, il est tout à fait intéressant parce que ça se dégrade d'année en année. C'est-à-dire qu'au point où on en est, on a dû trouver du pétrole parce que chaque sondage, on est toujours plus bas. D'ailleurs, on se trouve quelque part en popularité entre les prostituées et les politiciens. Voilà. Et de toute façon, on est toujours plus bas. Est-ce que la presse se dégrade? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle se dégrade? Eh ben, je sais pas, depuis 30 ans que ce sondage existe, ça se dégrade alors tout le temps. Alors que depuis, les sources d'information se sont multipliées et que les gens n'ont jamais autant regardé la télé. J'ai beaucoup étudié, même depuis 1789, comment on dit presse pourrie ou presse vendue, etc. On ne dit pas la presse. Les journalistes, on qualifie une presse. En 68, c'était la presse pourrie. Enfin, bon. Là, tout à coup, on ne dit plus des choses comme ça. On dit les médias, les journalistes. Et c'est très intéressant parce que les gens, ça correspond à ce que disent les gens. Les gens vous apostrophent, vous les journalistes. Vous, les médias, etc. Ils ne font plus la différence. Et vous refusez dans les années 50, personne n'aurait eu l'idée de dire que l'Humanité, le Figaro, Libération, l'Aurore, c'était le même monde, etc. Alors pourquoi ? En effet, les gens perçoivent, et c'est très, très dangereux et c'est très inquiétant, perçoivent tout à coup ou ont l'impression que les journalistes, c'est une caste. C'est un clan, c'est un privilège, c'est un entre-soi. Vous êtes partis du même monde et c'est pas le nôtre. Alors que normalement, le propre d'un journaliste, c'est de faire partie de tout le monde. Justement, s'il y a quand même une profession, on ne doit pas constituer un monde, mais être le monde de tout le monde. C'est bien celle-là. Or, tout à coup, les journalistes, vous êtes un autre monde. Et même des fois, ils disent, vous ne pouvez pas comprendre nos problèmes. C'est pas vrai, mais vous ne pouvez pas comprendre nos problèmes, etc. Et je crois qu'il y a eu un moment qui a joué beaucoup. C'est le référendum européen. Il se trouve qu'on était pour le oui tous les deux. Donc en plus, vous voyez, je ne dis pas ça comme une revanche d'un noniste, etc. On était pour le oui pour les deux. Il s'est trouvé que pratiquement tous les commentateurs, tous les grands journaux, les 4 hebdos, tous les grands quotidiens, tous les grands commentateurs de radio et télévision étaient sur la même ligne. Déjà, il y avait un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que pour les gens, la presse, c'est une pluralité, c'est une différence de sensibilité, la même ligne, la même chose. Et les gens votent contre, 55%. C'est-à-dire que d'un côté, 90% des éditorialistes et des commentateurs, et de l'autre, 55% des Français. On aurait dû s'interroger. On aurait dû dire, attendez, on s'arrête. On s'arrête un moment, on regarde ça, on essaye de... C'est un problème, c'est grave. Or, voyez-vous, j'ai failli... Au début, je n'étais pas chaud pour ce débat. Je vais vous dire pourquoi j'ai accepté. Parce que, normalement, les patrons de presse n'acceptent pas qu'on pose cette question. C'est terrible. Il n'accepte pas. Je l'ai fait l'expérience. Ah non, c'est-à-dire, il a très bien dit d'ailleurs, il trouve absolument normal de faire le procès des politiques, des patrons, des sportifs, etc. Mais aussitôt qu'on dit, mais attendez, il y a un problème. Regardez notre image. Regardez, il y a un problème. Ah non, il y a un type qui s'appelle Jean-Michel Apathy qui est terrible. À chaque fois qu'on pose un problème de la presse, il considère que c'est lui qu'on attaque. Personnellement. Mais j'ai finalement accepté de venir dans ce débat, d'abord parce que c'est un vrai débat, mais parce qu'il est une exception, je dois le reconnaître, que François-Olivier Gisbert est un des très rares qui accepte de regarder ce problème en face et d'en parler. Donc voilà, je suis content de parler avec lui. Là-dessus, on a toujours été en face, c'est-à-dire on trouve normal d'être mis en question et d'avoir des comptes à rendre. Alors moi, la chose qui me fascine, par exemple, vous savez, c'est que dans la presse, par exemple, il y a quelque chose qui revient souvent quand vous avez des confrères, ils vont vous dire « Ah, c'est pas bien, on subit des pressions ». Eh ben oui, quand on tape sur quelqu'un, c'est normal, il vous appelle, il vous hurle dessus, il vous menace, et moi je considère que c'est tout à fait normal. Mais alors, là vous avez abordé, Gérard Leclerc et Jean-François Kahn l'a repris également, ce thème incroyable du fait que tout le monde dit la même chose. La pensée unique. Oui, et ben ça, je crois que c'est un des problèmes fondamentaux. Là, Jean-François et moi, évidemment, désolé, mais on est absolument d'accord. Je pense que ce côté moutonnier, c'est pas seulement la pensée unique, c'est pire que ça. Ce côté panurgiste, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens. C'est pas seulement, je sais pas, pour critiquer quelqu'un parce que par exemple, il a écrit un article en imitant à l'accent norvégien. Je fais allusion à Patrick Besson à propos d'Eva Joly. Non, ça, c'est pas seulement ça. C'est aussi, disons, espèce de voix. Oui, c'est pas on n'entend qu'une seule voix en fait, et y compris sur des grosses affaires, sur des grandes affaires. Par exemple, nous au Point, je sais qu'on s'est fait taper dessus parce qu'au moment de l'affaire Strauss-Kahn, quand il y a l'affaire, l'espèce de retournement sur Nafissatou Diallo
à New York, eh ben, on a écrit, voilà, ça y est, cette page est en train de se tourner parce qu'aux États-Unis, on sait que la justice américaine n'écoute plus un témoin quand il s'avère que voilà, il a un passé trouble, etc. Et donc, immédiatement, dès que vous avez une voix dissidente, et ça a été vrai sur l'histoire du référendum, mais c'est vrai tous les jours, tout le temps. Et quand il y a des chasses à l'homme, ce qui arrive quand même souvent dans la presse, hélas, quand il y a une voix dissidente qui dit attention, regardons, etc., immédiatement, vous avez l'impression, vous êtes broyé, vous avez toute l'armée des censeurs qui vous passent par-dessus. Vous partagez ce constat. Quelle est l'explication, quoi? C'est une question de formation, les journalistes sont... C'est-à-dire que les voix dissidentes n'arrivent pas à se faire entendre. Moi, c'est ça que je trouve absolument fascinant. Elles sont critiquées. On a une profession, finalement, et je crois que c'est ça aussi le problème qu'on a aujourd'hui. S'il fallait faire une autocritique de cette profession, moi je suis journaliste et je le resterai, je mourrai journaliste, mais cette profession elle ne supporte pas la critique et elle tient tout le temps sur à peu près tous les sujets le même discours. Le député du Nord qui a été acculé au suicide avant-guerre. Salingro. Si vous étudiez l'affaire Salingro, c'est terrible qu'il ait été acculé au suicide, on lui a dit qu'il avait été déserteur. Vous apercevez qu'il y a une presse qui l'a aboyé après lui, qui l'a attaqué de façon horrible, une presse neutre et une presse qui l'a défendu. Je vous signale aujourd'hui, si un type tout à coup est pris dans, comment dirais-je, dans le faisceau de la presse, il y a un panurgiste qui fait que c'est Bérégovoy par exemple, c'est toute la presse. Alors, mais attends, Jean-François, le plus extraordinaire, c'est ce qu'on a vu sur Strauss-Kahn. Strauss-Kahn était encensé par la presse pendant des mois et des mois, considéré non seulement comme le futur candidat socialiste, mais considéré comme le futur président, présenté comme tel. Arrive l'affaire du Sofitel, et immédiatement, après un petit moment de sidération, tout le monde commence à taper dessus, et ça augmente, et aucune autre voix ne peut se faire entendre jamais. Et moi, je trouve ça... Je vais donner un exemple d'ailleurs. D'abord, si on prend des problèmes... Alors, il ne faut pas exagérer, il ne s'agit pas de tomber d'une caricature à une autre. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels Libération, Le Figaro ne dit pas la même chose sur les émigrés, sur... Bon. Mais regardez, aujourd'hui, à tort ou à raison, sur la Syrie, en gros, il y a un seul discours. Sur l'Iran, il y a un seul discours. Sur la Russie, il y a un seul discours. Sur le Kosovo, il y a un seul discours. Sur la règle d'or... Tout le monde était pour la règle d'or. Là, moi, je ne suis pas pour, donc je le ressens mal que toute la presse soit pour. Mais même quand je suis pour, plus de fédéralisme, je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas normal, quand on sait qu'au moins la moitié de la population n'est pas sur cette ligne, que tous les grands médias soient plus de fédéralisme. Ou bien les eurobonds, ce n'est pas si simple. Il y a un seul discours, il faut des eurobonds. Ce n'est pas si simple. Est-ce que demander aux Français que s'ils acceptaient au nom de la solidarité d'emprunter à 4,5 ou 5% plutôt qu'à 2, ils diront non, c'est une connerie. Non. Mais non, ou bien sur la banque, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je vous donne un exemple sur la guerre de Libye. Sur la guerre de Libye, pareil, il y a eu un discours pratiquement unique. Moi, comme non, j'ai écrit contre, j'étais contre, très bien. J'étais plus journaliste, mais j'ai fait une tribune dans Libération pour dire pourquoi j'étais contre l'intervention en Libye. Pas le fait qu'on aide les populations civiles, mais le fait qu'ensuite, tout à coup, on a dit on va chasser cela au pouvoir pour mettre cela. Moi, je ne sais pas qui c'est cela, est-ce qu'on a bien choisi, c'est pas sûr, etc. Très bien. Le lendemain de mon article dans Libération, j'ai reçu une proposition de la radio suisse pour un débat avec un UMP. J'ai reçu une proposition pour la radio belge pour m'interviewer et un autre qui n'était pas d'accord avec moi. J'ai reçu une proposition de la radio canadienne, on a fait un débat, etc. De l'Italie, etc. Rien d'aucune télévision ou radio française. Et quand j'ai entendu que seul était interviewé BHL et Juppé, je me suis permis d'appeler en disant mais peut-être vous pourriez entendre un autre son de voix, je ne suis pas d'accord, etc. Ils m'ont dit il n'en est pas question. BHL, Juppé, BHL, Juppé. Mais les gens ils s'en rendent compte. Et comment vous l'expliquez? C'est la démocratie? C'est le conformisme. En quoi c'est le pluralisme? C'est le conformisme. Comment vous l'expliquez? C'est le conformisme de la France? Il l'a dit. C'est le panurgisme. C'est un phénomène. D'abord, il y a très peu de journaux qui font l'opinion. Avant, il y en avait 14 qui ressemblaient à des sensibilités différentes. Aujourd'hui, il y en a assez peu, il y en a 3-4. Donc les gens vivent dans la même ville. C'est repris ensuite par les radios et les télés. Les quotidiens ne vendent pas énormément, mais ils ont une grosse influence, c'est eux qui lancent l'opinion. C'est des journalistes qui vivent à Paris.
aux États-Unis, un journaliste qui fait l'opinion peut vivre à Washington, à New York, il en sait quelque chose, à Los Angeles, à San Francisco. Là, c'est à Paris. Comme ils ne sont pas beaucoup, ils vivent ensemble. Comme ils vivent ensemble, ils finissent par se convaincre, ils finissent par penser la même chose. Et s'ils pensent la même chose, parce qu'en plus, ils sont issus du même milieu sociologique, ils ont été d'extrême gauche quand ils étaient jeunes, ils se sont ralliés au néolibéralisme à mesure où ils ont gagné de l'argent, ils sont devenus importants. Donc ils pensent à peu près pareil. Ils étaient trotskistes, ils sont devenus de bons libéraux. Il y a une sorte d'idéologie trotsko-baladurienne qui est un peu commune. Et donc, comme ils pensent la même chose, honnêtement, ils le pensent vraiment. Ne faut pas dire comme certains, c'est parce que le grand capital leur donne des ordres. C'est pas vrai tout ça. Ils le pensent vraiment, c'est pas le problème. Ils ont tendance à penser la même chose. Et donc, quand on ne pense pas comme eux, ils ont du mal à l'admettre. Parce qu'on pense mal. C'est l'idée de la malpensance. Comment vous ne pensez pas comme nous, mais on pense tous pareil. Donc on a raison. Alors, dès qu'il y a une opinion dissidente, c'est vrai que tout le monde a tendance à lui taper dessus. L'histoire qui est racontée sur la Libye est tout à fait caractéristique. C'est-à-dire, sur tous les grands sujets de politique étrangère, vous avez vraiment une sorte d'idéologie dominante. Ça, Rabelais nous a très bien raconté ça. Il appelait ça la moutanaille. Et voilà, c'est ça. Aujourd'hui, en France, vous avez une moutanaille. Alors là-dessus, Jean-François a vraiment dit quelque chose qui est important. Je crois que Barre avait une très bonne formule pour résumer ça, la formule du microcosme. Bon. Et c'est un microcosme qui est parisien. Et c'est vrai que si on compare, parce qu'il citait l'exemple américain encore, à la limite on peut se dire, c'est normal, c'est un continent. Donc c'est vrai, les journalistes nationaux américains, ils viennent de toutes les régions, de tous les États des États-Unis. Mais regardez un pays comme l'Italie qui est tout proche de nous. Un journaliste national, on ne sait pas, il peut être de Turin, il peut être de Milan, il peut être de Rome, il peut être de Bologne. Regardez l'Allemagne. Les journaux, ils sont imprimés partout. Il y a Spiegel qui est à Hambourg, il y en a d'autres qui sont à Francfort ou à Berlin. Et on est le seul pays au monde où il n'y a pas un seul journal national qui ne soit pas dans la capitale. Absolument. Voilà, ça aussi, je pense que c'est un des résidus de notre jacobinisme, parce qu'on a beau y faire la décentralisation, il reste que Paris reste au cœur de tout. Ça explique ce qu'on appelait l'espèce de conformisme, qui est un conformisme principalement parisien. Alors, je reviens d'un mot sur l'affaire Strauss-Kahn, puisque la presse anglo-saxonne nous est tombée un peu dessus à bras raccourcis sur le thème. Vous étiez un peu dans la connivence, vous n'avez pas parlé sous prétexte que c'était de la vie privée, vous n'avez pas évoqué, etc. Est-ce que c'est vrai ? Je vous ai dit que c'est pas vrai. Je veux dire, on a aucun journal. Tous les journaux ont fait des allusions. Non, mais ça. Il y a comme une réalité, c'est que. Mais on n'a pas fait parce que c'est pas notre type de journalisme. C'est vrai. Une grande enquête sur la sexualité de Dominique Strauss-Kahn. Il y a comme une réalité qui est que la presse française, je ne juge pas, la presse française parle moins de la vie privée que ne peut le faire les tabloïds anglais ou la presse américaine. Il y a la loi en France. Il y a une loi. Et si on ne la respecte pas, ça se termine à coups de bambou sur la tête. Et c'est dangereux aussi pour un journal. Donc il y a la loi. Mais les gens n'admettent pas. Et en plus, il a raison, c'est-à-dire que les gens vous écrivent si vous faites une petite allusion. Ensuite, vous dites vous n'avez pas dû, vous en prenez plein la gueule. C'est pas vrai ? C'est-à-dire l'exemple qui citait sur Strauss-Kahn, ça m'est arrivé aussi. C'est arrivé au journal. Les petites allusions, mais sur d'autres personnages aussi. Dès qu'il y a une petite allusion dans un papier, ça arrive de temps en temps. Et immédiatement, vous avez 3-4 têtes de gens qui disent je ne m'attendais pas à ça. Les Français ne le veulent pas. Les Français ne veulent pas. La loi fait respecter le respect de la vie privée. Vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose ? Moi, je trouve que c'est une des supériorités du journalisme français. Comme on est, pour prendre un journal qui n'est pas là, le Nouvel Obs avait fait allusion aux Partouzes. Oui, absolument. Mais les gens étaient... J'ai rencontré des gens totalement indignés. Enfin, il ne citait pas le nom de Dominique Strauss-Kahn, mais tout le monde l'avait plus ou moins reconnu. C'est vrai que ça, et les gens, c'est vrai, étaient totalement indignés. Mais il y a aussi une forme de supériorité du journalisme français, je trouve, là-dessus. C'est vrai, c'est que le fait qu'on considère que, ça c'est la formule de Claude Angeli du Canard enchaîné que j'aime citer, c'est le journalisme s'arrête à la porte de la chambre à coucher. Et je crois que c'est très important aussi. Je pense que, vous voyez, sous les draps, on ne sait jamais très bien ce qui se passe. On ne voit pas, il fait noir. Et je vois pas... Je pense que ce n'est pas notre rôle d'aller jusque-là. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Mais ce qui est vrai, par exemple, dans le cas de Strauss-Kahn, on aurait pu évidemment aller plus loin, ça c'est clair, mais aucun d'entre nous n'avait envie. Moi, je reconnais. On peut considérer que c'est une erreur. C'est sur Mazarine. Oui, parce que là, ça avait un rapport. C'est quand même l'État qui finançait. Oui, mais Jean-François, on avait tort, mais en même temps, c'était une enfant. Moi, je sais que je faisais partie des journalistes au courant, et je veux dire, on considérait. Moi, je considère toujours aujourd'hui, mais c'est vrai que la nouvelle génération de journalistes en France le considère plus. Mais je considérais que c'était, disons, dans la sphère de la vie privée, qu'on ne devait pas rentrer là-dedans. Et c'est vrai que j'ai vécu avec ce
ce secret pendant des années. Mitterrand s'en cachait même pas. Mais il y a pire Simplement, que ça, il allait de soi, quand Mitterrand vous en parlait, qu'on n'en parlerait pas. Voilà. Hein, c'était donc, il y avait une sorte de chape comme ça. Se polariser là-dessus, c'est pas le plus grave parce que, encore une fois, il y a un problème moral, c'est un problème philosophique. Je vais vous donner un exemple qui, pour moi, est plus préoccupant. Le 11 mai 2010, vous avez le fameux sommet de Bruxelles qui accouche du plan de sauvetage de la Grèce. Ce plan de sauvetage de la Grèce, Nicolas Sarkozy, dans la conférence de presse, a dit une chose très intéressante. Il a dit on ne nous reprendra plus, on ne le fera plus, reconnaissant que c'était une connerie. C'était une immense connerie. Je pense qu'avec la guerre d'Irak, c'est sans doute la plus grosse connerie qui a été faite, c'est le plan de sauvetage de la Grèce. Il suffisait de réfléchir. Attends, les types ont dit Madame Michu, on lui a dit qu'il y avait un déficit, qu'on était en faillite, que personne n'avait de l'argent. On lui dit ça y est, on a trouvé la solution, 450 milliards maintenant, et d'ailleurs peut-être 850 milliards. Et on ne lui dit pas où on prend l'argent. Madame Michu, il faut bien dire qu'elle avait triché, qu'elle avait donné des faux comptes, oui, parce que la Grèce. Non, mais je parle la Grèce, c'est foutu de la gueule. Je veux dire, le Madame Michu français, non, on lui dit pas. Je parle de la Grèce, là. Je parle de la Grèce. L'autre Madame Michu. Je voudrais aller jusqu'au bout, peut-être pourquoi. Je veux dire, la vérité, c'est que pour couvrir un emprunt, on va emprunter. Ça veut dire, c'est le sapeur camembert, c'est l'adjudant qui lui dit, il faut boucher le trou. Ouais. Mais pour boucher le trou, je dois faire un trou, et il y a toujours un trou. On ne lui dit pas ça. Je veux dire, sans quoi elle aurait dit de quoi il s'agit. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'on aide la Grèce, on emprunte à 3%, on prête à 6%. C'est le fait, le Monde a écrit, tout le monde savait. C'est écrit dans le Monde, tout le monde savait que c'était impossible que de lui imposer à la Grèce de telles contraintes tellement brutales en si peu de temps qu'on allait provoquer une récession. Cette récession allait lui faire perdre plus d'argent que les économies allaient lui faire gagner. Bref, pourquoi je vous dis ça? Non, parce que relisez la presse de l'époque. Tous les médias, c'est l'enthousiasme général, c'est formidable, quel grand plan, c'est inouï, on est sauvé, le président a été formidable dans ce cas-là. Attends, mais il suffisait de lire, il suffisait d'analyser. Ça, c'est un vrai problème. Comment les médias, unanimement, ont-ils pu le crier au génie, à l'enthousiasme, alors qu'on paye encore la connerie de ce plan de sauvetage de la Grèce. Pas tous les médias, Jean-François, parce que moi, franchement, à l'époque, je me posais des questions sur ce plan de sauvetage. Moi, je me suis posé, vraiment. Et je me demandais d'ailleurs dans cette affaire si c'est pas Angela Merkel qui avait raison. Et je l'ai dit et redit. Oui. Le seul problème... C'est vrai qu'il est un des rares à s'être quelquefois demandé si l'Allemagne n'a pas raison. C'est vrai. Alors justement, oui, parce que l'Allemagne, elle a quand même beaucoup bossé, elle a pris elle s'est bien serré la ceinture, elle en a beaucoup bavé, et aujourd'hui, qu'elle a de l'argent, tout le monde lui tend la main et demande de payer. Hein, on refait l'histoire de l'entre-deux-guerres, vous vous souvenez, l'Allemagne paiera, parce qu'ils ont plein d'argent, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait une rigueur épouvantable du temps d'un social-démocrate, Schröder d'ailleurs, et dont Angela Merkel tire aujourd'hui les bénéfices, et maintenant tout le monde est là. Je dirais même pas, on tend pas la main, ce sont des sots, on lui présente des sots, parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui paye. Donc évidemment, elle fait un peu la gueule. Mais dans l'affaire de la Grèce, Jean-François, il faut reconnaître que si la Grèce était sortie de l'euro, les conséquences sociales et économiques auraient été encore beaucoup plus lourdes pour elle. Moi, je pense simplement qu'elle avait vraiment déconné. C'est-à-dire en présentant sans arrêt des faux comptes, en trichant. Voilà, tous les dirigeants, de droite ou de gauche, depuis déjà très longtemps, il fallait la sortir. C'était une sorte de punition, c'était moral. Bon, reconnaît que la situation économique de la Grèce aurait été pire qu'aujourd'hui. Alors, quand il y a un départ de feu, vous faites quoi ? Dans la vie, il y a un départ de feu, vous l'isolez. Vous décidez pas de reurpaniser l'incendie. On coupe, franchement. Bon, on va quitter la Grèce un instant pour revenir sur la question centrale. Les journalistes sont-ils indépendants ? Il y a un reportage qui a été fait par les étudiants en journalisme du LIUT de Cannes. On regarde et on se retrouve juste après. De l'info, toujours plus d'infos et de plus en plus vite. Les médias inondent notre quotidien de titres et d'images sensationnelles. La raison ? La course à l'information, parce que le scoop fait vendre. Les journalistes sont en compétition. Ils doivent alors être rapides, productifs et rentables. L'image de la profession en est écornée. Donc, ce que je demanderais donc aux journalistes, ça serait de nous aider chaque citoyen. La question qu'on aimerait poser aux journalistes quand on entend ce qui se passe dans les médias, c'est est-ce qu'ils sont vraiment indépendants dans leur métier ou est-ce qu'ils sont formatés pour dire ou faire certaines choses ? Ça c'est l'éternelle question, mais qui reste toujours intéressante. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a toujours cette suspicion de la connivence, de la corruption des journalistes. Moi, je peux garantir, en tout cas qu'à mon échelle, à ma hauteur,
Je n'ai pas de consigne. Maintenant, il y a une chose aussi, c'est que on est tous conditionnés en fonction de sa culture, de son éducation. On a tous un comportement qui est subjectif. On ne peut pas être totalement objectif. L'objectivité n'existe pas. En revanche, il y a l'honnêteté. Malgré tout, cette indépendance est contestée. Non pour 58% des Français qui jugent les journalistes dépendants des pressions financières. Et face aux pressions politiques, 63% des sondés estiment que les journalistes ne sont pas indépendants. Au Monde, l'indépendance est une exigence quotidienne. Les pressions, elles existent tout le temps. Donc le travail du journaliste indépendant, c'est justement d'être capable de résister à ces pressions. Il faut savoir que on est dans un métier qui est proche des lieux du pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir économique, et que les pressions sont extrêmes. Extrêmes au point que la France se situe au 44e rang mondial de la liberté de la presse dans le dernier rapport de Reporters sans frontières. L'infospectacle, elle, semble être épargnée par ces pressions, comme l'illustre le feuilleton DSK. Pourquoi les journalistes dramatisent-ils tout le temps les informations ? Si vous mettez du fait divers, si vous mettez des grands événements, si vous mettez des grandes rencontres sportives et aussi, il faut le dire aussi, du sexe ou tout ce qui tourne autour du sexe, vous êtes certain de vendre. L'affaire Strauss-Kahn qui concentre tout ça, c'était vraiment l'occasion effectivement de réunir tous ces critères-là qui sont des critères de maximisation du profit. C'est sûr qu'il y a une surenchère qui en plus, je pense, encore plus exagéré par Internet, par les chaînes Tout Info. Voilà, les infos sortent très vite, il faut réagir tout de suite, quitte à faire des démentis derrière. Internet est devenu le concurrent du journaliste. Le Web 2.0, un outil indispensable, un espace à investir, mais pour quelle crédibilité ? Voilà, je vous propose de revenir sur l'un des thèmes abordés dans ce sujet, qui est celui, thème majeur, des relations entre les journalistes et les politiques. Les journalistes sont souvent soupçonnés de connivence, de ne retenir que les petites phrases, de jouer de façon un peu étrange avec ce qu'on appelle le off, donc ces propos qui sont rapportés entre guillemets sans qu'on dise qui les a tenus. Que faut-il penser de tout cela ? Moi, je revendique la connivence. Voilà. Non, mais je revendique la connivence. Je pense que c'est l'élément clé de notre métier. Jean-François a dit quelque chose de très juste. Sur notre métier, en fait, c'est d'être tout le monde à la fois. D'ailleurs, nous deux, c'est amusant qu'on se trouve ici à Cannes. Pourquoi ? Parce qu'on est pratiquement les deux seuls. Enfin, il y a quelques confrères aussi qui nous accompagnent. Mais aller en région, écouter les gens, voilà, c'est important. Et le journaliste, il est tout le monde. Un jour, il est avec les patrons. Le lendemain, il est avec les ouvriers en grève. Le surlendemain, il est avec des évêques. Et le jour d'après, le jour d'après, il est avec des caïds. Mais non, mais notre problème, c'est de coller à ces gens-là. C'est-à-dire que l'histoire de la connivence, si vous voulez, c'est extraordinaire parce qu'on dit aujourd'hui, voilà, il ne faut pas voir. Il y a des journalistes qui disent ça, des journalistes sérieux. Il ne faut pas voir les gens dont on fait le portrait. Il ne faut pas déjeuner avec eux. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas déjeuner avec eux. Mais bien entendu, il faut. Simplement, après, il faut garder sa distance. Évidemment, je ne dis pas on déjeune. Moi, je dîne aussi, d'ailleurs. Simplement, c'est vrai, c'est que je ne pars pas en vacances avec eux. Ça, c'est évident. On ne part pas en week-end avec eux. Mais il y a aussi quand même une espèce de règle qu'on doit avoir quand on fait ce métier. C'est d'être le plus proche possible des gens dont on parle. Voilà. Alors, c'est vrai aussi bien des acteurs, pour les journalistes qui suivent ici le Festival de Cannes, c'est vrai des politiciens, c'est vrai des salariés, des bonnes sœurs, de tout ce que vous voulez. Je veux dire, il faut les voir, il faut les inviter à déjeuner quand on peut, les faire parler, parce qu'on sait très bien que dans un déjeuner avec un petit coup de pénard en plus, les gens vont se lâcher un peu plus, et après, on fait notre miel avec ça. Et c'est ça notre métier. Je ne comprends pas ceux qui vous disent, voilà, il faut rester dans une espèce de stratosphère. Et vous voyez, et alors là, c'est un journalisme néfaste parce qu'il ne fonctionne aujourd'hui avec le net qu'avec les informations du net, avec les communiqués officiels. Et là, c'est le journalisme qui tourne en boucle. Voilà. Jean-François Kahn, il a raison, mais il y a quand même un problème. Ah ben il y a un danger. Il y a un danger. La proximité, il y a un danger. Il est patron de presse, j'étais patron de presse. Vous aviez des journalistes, tel journaliste, vous dites, toi, tu vas couvrir la droite libérale, toi, le RPR, toi, les socialistes, etc. Bon. Ouais. Au bout de quelque temps, d'abord, tu ne sais plus. Par exemple, au Monde, il y avait un type qui s'appelait Passeron, qui couvrait... Excellent journaliste d'ailleurs, par ailleurs. Par ailleurs, les Chiraciens. Le RPR chiracien. À la fin, c'était plus le correspondant du Monde chez les Chiraciens, c'était l'agent des Chiraciens à l'intérieur du journal Le Monde. Enfin, un peu ça faisait passer. Bon. Et moi, je connais, tu dis, des très bons journalistes que j'avais, qui couvraient les socialistes ou la droite libérale, ils se tutoient, ils vont passer des week-ends ensemble.
ils bouffent ensemble, ils finissent par se connaissent leurs femmes, leurs enfants, etc. Et en même temps, on ne peut pas faire autrement. Il a raison, parce qu'il faut bien avoir les infos, etc. Donc, à mon avis, il faut casser ça au bout de 3 ans. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas laisser quelqu'un pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans, parce que il faut casser, tu t'occupes d'autre chose. On fait ça chez les diplomates. Le Quai d'Orsay passe son temps à les faire tourner. Et je ne comprends pas pourquoi dans la presse, on laisse la même personne pendant 20 ans sur le même secteur. Et puis, c'est grotesque. J'ajoute un truc. C'est quelqu'un qui fait pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, on connaît des cas, de la politique, qui s'occupe de politique, qui va au Sénat, toujours des mêmes. Qui va à l'Assemblée, qui va, je sais pas où, qui ne vit que ça, qui ne connaît que ça, ou un journaliste financier qui ne voit que des patrons et des finances. Mais il faut leur dire, écoute, 3 fois par an, tu es journaliste politique, tu fais un fait divers. Tu dis au mec qui fait la finance, 3 fois par an, tu fais une grève pour savoir ce que c'est qu'il y a derrière la finance, etc. J'ajoute une chose qui nous est arrivée, et là aussi il faut le voir, c'est que moi je me souviens, alors par exemple, quand vous voyez des journaux de gauche par exemple, ils ne critiquent jamais Cohn-Bendit. Ils disent qu'ils sont indépendants. Mais est-ce que vous avez vu un journal de gauche? Ils sont 68 ans, ils viennent de mai 68, c'est leur jeunesse. Le type peut dire n'importe quoi. Jamais on critique Cohn-Bendit. Il sera toujours encensé. Un autre cas, un qui est arrivé au point, je suis sûr qu'il était très mécontent, ils avaient une journaliste politique qui couvrait la politique, qui couvrait donc Sarkozy, etc. Et paf, Sarkozy est élu, elle passe à l'Élysée chez Sarkozy. Ça pose un problème. Le pire, c'est que c'était une très bonne journaliste. Et il y a eu pire que ça, il y a une journaliste du Figaro qui s'appelait Lévy, qui m'a beaucoup influencé parce qu'elle couvrait Ségolène Royal. Et c'est elle qui disait toujours des boulettes, elle fait que des boulettes, elle fait que des conneries. Et moi, je disais, oui, c'est vrai, elle fait que des boulettes, etc. Le jour où Sarkozy est élu, elle passe au cabinet de Fillon. Oui, parce que c'est un grand lecteur du Figaro, Jean-François. Elle était en service commandé. Moi aussi, j'aime bien le Figaro. Moi, j'aime bien le Fillon. Mais si elle était en service commandé, franchement, elle était là pour dire que Ségolène Royal ne faisait que des boulettes. Donc, il y a quand même, vous êtes en train de nous dire qu'il y a quand même un problème dans les liens entre certains journalistes. Oui, on n'est pas venu ici pour vous dire qu'il n'y avait pas de problème. Évidemment, il y a un problème. Mais il est compliqué. Mais c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ah non, pas de connivence. Non, il faut garder les mains propres parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de mains. On ne peut plus faire notre métier. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il faut toujours connivence contrôlée et connivence et je pense le bon système peut-être de temps en temps des ruptures, changer d'univers. Vous voyez, comme d'ailleurs le Monde fait ça souvent. Vous avez des grands journalistes qui sont, par exemple, en Philippe Ridé, vous voyez, qui suivit d'ailleurs Sarkozy pendant des années et clac, allez hop, il part en Italie comme correspondant. Et je trouve que c'est un très bon système. Le système alors les pires, c'est les types qui s'occupent par exemple des problèmes de défense. Oui, ils font parce que là, il y a du pognon en même temps. Ils font ça à vie, souvent. Il y a un vrai risque de tomber. L'argument qu'on donne, c'est la spécialisation. Ils connaissent tellement bien les sujets, il faut que ce soit des gens qui. Vous pouvez devenir dans notre métier qui consiste surtout à parler de choses qu'on ne comprend pas toujours, vous voyez ce que je veux dire, à les expliquer. C'est ça un peu notre métier. C'est vrai qu'on devient spécialiste en travaillant bien dur et fort au bout d'un an. Bon, et puis on peut faire 3 ans après dans ce secteur avant d'aller sur un autre. J'en reviens au journalisme politique. Les petites phrases. Souvent, on reproche aux journalistes de s'intéresser essentiellement à la petite phrase. C'est un reproche justifié ou c'est absurde? Oui, parce que je trouve qu'on est dans un univers qui lit, par exemple, de moins en moins les discours. Les discours, par exemple, regardez ce qui est arrivé avec l'accord un peu grotesque, il faut bien dire, entre les Verts et le Parti Socialiste. Énormément grotesque. Oui, mais énormément, j'ai dit un peu, parce que je suis gentil, moi, contrairement à toi. Mais cet accord où il y a quand même des phrases vraiment qui vont rester dans les annales, apparemment, il n'avait pas été lu, quoi. Et donc, je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un journalisme beaucoup plus... on a le sentiment mâché, quoi, où il y a peut-être moins de travail qu'il pourrait y avoir dans le passé, mais c'est une phase, elle passera. Et au fond, il faut qu'on évite quand même de retenir toujours le même discours. Je vous parlais tout à l'heure d'un article, c'est un article de Zola sur la presse à la fin du 19e siècle, que j'aime lire, parce que quand vous le lisez, vous vous rendez compte, on nous fait aujourd'hui les mêmes reproches. Aujourd'hui, il dit, en riant un peu, en se moquant, il dit voilà, nous sommes il se considère comme journaliste, superficiels, inconstants, etc. Et vous prenez son article, qui est assez long, vous le publiez aujourd'hui, ça pourrait être n'importe qui, parce que ça n'a pas changé. Nous faisons un métier, c'est vrai, qui consiste un peu de manière infantile. Je cite toujours dans mes rédactions cette phrase de Lord Beaverbrook, qui est un grand magnat de la presse britannique, un type extraordinaire qui a fait des journaux. Bon, Lord Beaverbrook, il mettait sur une pancarte
cartes partout. Et si vous voulez, ça nous donne aussi notre état d'esprit. Je trouve que c'est très juste pour être un bon journaliste. Faites comme si le monde avait été créé ce matin. Ça veut dire d'ailleurs qu'on est capable de changer. C'est un métier où on n'a pas... dès qu'il s'agit d'avoir une ligne sur le fond, sur tous les grands problèmes du monde, sur 20-30 ans, c'est grotesque. Au contraire, on fait un métier aussi qui exige une certaine inconstance. Mais sur les petites phrases, il a un peu répondu à côté. Beauté en touche, oui, c'est vrai, peut-être. Oui, mais je reconnais. Alors, peut-être que je suis moi-même pas objectif parce que il se trouve que j'en ai subi aussi. Moi aussi, j'en ai pris plein la gueule pour 2 mots. Donc peut-être que ça... bon. Mais, alors il citait l'exemple d'un journaliste de chez eux. Il fait un article marrant, comique, où il se moque de l'accent d'Eva Joly. Tout à coup, le panurgiste, tout le monde, raciste, machin, horrible. Alors quand on le connaît en plus, bon. Mais regardez, je vais vous donner quelques exemples qui posent vraiment problème. On peut, non seulement on peut, mais de mon point de vue, on doit critiquer globalement le discours de Marine Le Pen. Très bien. Rappelez-vous quand elle a dit, je vous rappelle ce qu'elle a dit, quand elle a dit simplement, écoutez, vous me parlez toujours d'occupation, la gauche parle toujours d'occupation. Bah alors d'accord, parlons-en d'occupation. Les musulmans qui prient dans la rue et qui occupent la rue, c'est pas de l'occupation? T'en avais l'impression qu'elle avait quand même un rapprochement douteux quand même, non? Non mais c'est... Non, pas du tout. Non mais je dis pas que c'est pas douteux, je dis on a le droit de dire ça. Alors, si on n'a pas le droit de dire ça, alors on met un code. Vous voilà, les seuls mots que vous avez le droit d'employer, les seuls adjectifs, c'est parce que c'est pas Mein Kampf. Elle n'a pas lu Mein Kampf quand elle a dit ça. Qu'on la critique sur le fond, sur l'ensemble de ce qu'elle dit. Mais avoir sorti, quand Frêche, qui est un sioniste absolument total, Israël avait toujours raison. C'est une très bonne histoire. Israël avait toujours raison. C'est une très bonne histoire. Les Juifs ont toujours raison. Oui. Il ose dire, parce qu'on parle comme ça en province, Fabius a une tête qui n'est pas catholique. Et tout à coup, c'est antisémite, il devient antisémite. Mais non, mais c'est de la folie. Et on peut. Et Guéant, regardez, moi j'aime pas Guéant. C'était la honte. Guéant, même chose aussi. Je n'aime pas Guéant, je trouve que sa façon. Il est politique, il est ministre de l'Intérieur. Il est notre ministre à tous. À tous, il doit nous rassurer. La façon dont il se conduit en militant politique, je trouve ça scandaleux. Mais cela étant, quand Guéant dit il y a des Français qui ne sentent pas chez eux, ben, il a le droit de dire ça. Il y a des Français qui ne sentent pas chez eux et qui vous le disent. Avoir considéré que c'était quasiment du Hitler dans le texte, de dire exact, et tout est comme ça. C'est insupportable. Et les gens, ça les rend fous. Parce que comme eux, ils parlent comme ça, ils disent alors comme ça, voilà, on n'a plus le droit, donc on a... Et alors du coup, à force de ne plus avoir le droit, à la fin, vous ne parlez plus, vous crachez. C'est le politiquement correct. C'est insupportable. Ah oui, non, mais c'est pire que ça, parce que c'est une forme de terrorisme intellectuel. Moi, j'ai trouvé, il citait le cas de Georges Frêche, je trouve que pour moi, c'est vraiment une des grandes histoires de ces dernières années concernant la presse. Sauf qu'il n'y a pas eu beaucoup de journalistes qui l'ont relevé, qui ont dit ce que vous dites aujourd'hui. Non, Jean-François et moi, on l'a dit à l'époque. D'ailleurs, on l'a dit, enfin, il avait quand même quelques journalistes qui disaient, mais non, attendez, ça ne veut rien dire, c'est pas de l'antisémitisme. En plus, quand on connaissait le sionisme de Frêche, enfin, qui n'était pas un sionisme de fraîche date, c'était vraiment un militant hyper sioniste, c'était scandaleux de mettre cette petite phrase sur le compte de l'antisémitisme. Alors, autre reproche qui est souvent fait à la presse française, de ne pas suffisamment investiguer. Il n'y a pas suffisamment d'enquêtes, d'investigations. D'ailleurs, c'est un argument qui a été ressorti au moment de l'affaire Strauss-Kahn. C'est plus vrai du tout. C'est plus vrai? Moi, à mon avis, il y a un grand progrès là-dessus. Attends, il faut aussi dire qu'il y a des progrès. J'ai dit tout à l'heure, très rapidement, que les journalistes avaient tendance à tous penser pareil. Ça, c'est grave et c'est nouveau. C'était pas vrai avant. Ils pensent tous pareil. Mais ils le pensent en toute liberté. C'est ça où c'est compliqué, encore une fois. Et sincèrement. En toute liberté, sincèrement, pour des raisons que j'ai dit, ils ont tendance à penser tous pareil. En revanche, moi, pour vous dire, j'ai été 51 ans journaliste, je ne devrais pas le dire, ça ne me rajeunit pas. Bon. Il y a des progrès énormes. Avant, il y avait des journalistes incultes. Le mot déontologie, c'était un mot cochon, quasiment. C'était obscène. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Moi, je vais vous dire, j'ai été sur la manifestation de Charonne, où il y avait 9 morts. Vous savez, la manifestation où il y a eu 9 morts au métro Charonne. J'étais envoyé pour couvrir pendant la guerre d'Algérie. Cette manifestation, pendant la guerre d'Algérie. Ou même la manifestation où les Algériens, où 70 Algériens ont été tués. 61, quand je suis revenu au journal dans lequel je travaillais, on m'a rien demandé. J'ai dit, mais c'est bizarre, vous m'avez envoyé, vous me demandez rien. Et je m'approche du chef de service qui est là. Il était au téléphone. Et il était en train de prendre sous la dictée le récit de la manif
dictées par le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est impossible. Dans aucun journal, vous ne pouvez plus faire ça. Donc, il y a des progrès. Il y a des choses inquiétantes qui n'existaient pas avant. Et entre autres, dans les progrès, on fait aujourd'hui de l'investigation. Ouais, Vraiment. Je suis d'accord, il y a des progrès, parce qu'il suffit d'ailleurs de circuler en France comme on le fait nous, et regarder les quotidiens régionaux, que ce soit Nice Matin, par exemple, dans cette région, ou la Provence, Vers Matin, etc. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils étaient, disons, il y a 3-4 décennies. C'est-à-dire, ce sont des journaux libres, indépendants. Alors, comme l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, avec Nice Matin sous médecin, Nice Matin aujourd'hui dit les choses. Bah, il dit les choses. Sous médecin, c'est terrible. C'est un journal courageux, c'est un journal indépendant. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là. En même temps, il y a autre chose quand même, Jean-François, et là je te rejoins pas. C'est-à-dire que avec le net, avec le fait que les journaux ont tendance aussi à s'appauvrir, à perdre des lecteurs, à perdre de la publicité. Puis il y a chez les lecteurs une espèce de besoin, de volonté, de gratuité qui fait que, effectivement, je dirais les journaux s'appauvrissent. C'est partout dans le monde. Et regardez ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Voilà, on voit très bien, quand il faut faire des économies dans une rédaction, le premier poste qui trinque, c'est évidemment la grande enquête. L'exemple le plus extraordinaire, c'est le Wall Street Journal, qui était certainement le meilleur journal. Le Wall Street Journal, qui était certainement le meilleur journal du monde. Il y avait à peu près tous les jours une enquête, c'était la colonne de gauche, pour ceux qui s'en souviennent. Il y en a encore un peu de temps en temps, mais c'est plus du tout la même qualité. Et c'était des gens qui avaient travaillé, souvent à deux, sur des sujets extrêmement complexes, des enquêtes d'1 an, etc. Et c'était des articles absolument formidables. Ça, c'est l'investissement et c'est très cher. Regardez les enquêtes de Baquier et Chemin dans le Monde sur l'affaire DSK. C'est formidable. C'est absolument formidable. Je vous interromps, je vous propose un deuxième reportage sur le thème « Comment les jeunes s'informent-ils ?» C'est un reportage qui a été fait par les blogueurs du Bondi Blog, vous savez, ceux qui font l'émission Le Bondi Blog Café sur LCP. On regarde. Moi, je m'informe beaucoup plus par Internet. Sur Internet, il y a des conneries, comme il y a aussi beaucoup d'articles de fond que je peux prendre le temps de lire entre 2 arrêts de métro. Je peux voir l'article, enfin les articles, et aussi les commentaires, qui sont souvent aussi assez intéressants, car c'est plusieurs points de vue qui se confrontent. Mais le web, c'est juste pour la connaître, l'info. Mais si je veux plus travailler sur le fond, c'est plutôt les quotidiens, les journaux. C'est plus le Parisien, parce que c'est rapide à lire, c'est simple. Je lis tous les jours les journaux gratuits, papier. Les Libération, j'aime beaucoup Libération. Télé, non, je regarde pas trop la télé. Moi je pense que la télévision, la radio c'est obsolète maintenant. Le seul point fort actuellement que je trouve à la télévision, c'est juste les débats en direct avec des chroniqueurs, des politiciens, des journalistes. Quand tu es devant la télévision, tu es en mode passif et c'est les informations qui viennent à toi. Je mets iTélé ou BFM et c'est parti au moins pour un petit flash de 5 minutes. Ouais, non, j'aime bien. Mais TF1, ça bug chez moi. Je sais pas pourquoi, donc je regarde pas trop. Mais sinon, je regarde les autres chaînes, tout ça. Voilà, donc on a le choix. On nous impose rien, le choix politique, enfin le choix d'information n'est pas maigre. C'est à nous de voir. Tous ne lisent pas des super enquêtes de 150 milliards de signes et tout. Mais ils s'intéressent, ils connaissent, ils savent ce qui se passe en tout cas. Donc j'imagine que les gens ne se précipitent pas tous les jours sur les Échos ou la Tribune. En fait, ce qui intéresse dans les infos, la plupart du temps chez les gens, c'est ce qui est anecdotique, quoi. C'est-à-dire que lorsque c'est chaud, vraiment ça les concerne, ça les intéresse, Mais si tu veux, ils sont intéressés quand c'est de l'actu sensation, quand c'est des SK. Quand il y a du Sarkozy, quand il y a le mot islam, je sens que les gens dans mon entourage sont assez intéressés. Ça dépend des thèmes, des thématiques. Voilà, des jeunes du Bondi Blog qui finalement ne regardent plus beaucoup les grandes chaînes de télévision, mais qui en revanche sont très souvent sur Internet. Ça vous étonne et qu'est-ce que ça change ? Ça ne m'étonne pas, ça on le savait quand on a vu arriver le sujet, c'est comment les jeunes s'informent. Bon, voilà. Alors moi je souhaite que ça ne dure pas. Pourquoi ? Parce que le net, a priori, c'est effectivement un bon canal d'information. Le problème, c'est que
donnez-moi des sites d'information qui gagnent beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils peuvent investir en permanence sur leur rédaction. Il n'y en a pas, il y en a très peu. Et si vous voulez, le vrai problème de l'information, ça coûte de l'argent. Donc le net, il faut bien le savoir, par rapport à la presse payante, ça restera toujours une info pour l'instant, tant que ça ne change pas, une info McDonald's ou une info hard discount. C'est pas la vraie information, je pense notamment à ce que je disais tout à l'heure à propos du Wall Street Journal, c'est-à-dire des enquêtes extrêmement lourdes, extrêmement chères. D'ailleurs, Murdoch, il n'a pas mis tout à fait un trait là-dessus quand il a racheté le Wall Street Journal, mais enfin, il a quand même limité la casse. L'info coûte cher. Donc, si c'est une information sans argent, ben, ça se voit. Et si vous voulez, le net, moi, je trouve ça très bien. Je m'en sers, j'adore ça. Je regarde. J'ai le mobile, là, comme ça, je regarde absolument sans arrêt les sites d'information avec mon mobile. Donc, je suis très accro. Mais en même temps, je ne considère pas que c'est de la grande information. Je ne considère pas qu'on va au fond des sujets avec. Donc je pense que si c'est un point d'entrée vers la presse, vers des sites d'information de presse très fouillés, etc., d'accord. Si c'est juste, ah là là, c'est très bien, je suis informé, moi ça me consterne parce que de toute façon ça n'ira pas loin. Mais en même temps, le net, ça reste toujours, c'est pour ça qu'on a du mal à taper dessus, ça reste toujours un élément de démocratisation. On est pour la démocratisation. Le problème, c'est un contrepoids. C'est un contrepoids nécessaire. J'ai parlé tout à l'heure du référendum européen et du fait que tous les médias, tous les commentateurs, tous les éditorialistes étaient pour le oui. J'aurais dû ajouter qu'en revanche, le non avait complètement s'était emparé du net et que le net a fait campagne pour le non et que ça explique sans doute la victoire du non. C'est pas ça d'ailleurs, parce qu'il y avait autant de mauvaise foi dans les partisans du oui dans la presse officielle que de mauvaise foi des partisans du non sur Internet. La vérité, c'est qu'il faudrait du pluralisme dans les deux et non pas que l'un équilibre l'autre. Le problème d'Internet, alors je ne vais pas dire tout ce que ça apporte, la démocratie, etc., le fait que quand on a une information contrôlée, etc., au moins, eux, ils osent passer des choses. Bon. Mais il n'y a pas de recul. Il n'y a souvent pas de recul par n'importe quoi. Ça arrive, ça part. Il n'y a pas de vérification souvent. Et, donc et surtout, c'est pas hiérarchisé. Et là, c'est terrible. Ça arrive, ça va dans nos sens, c'est pas hiérarchisé. L'autre jour, j'étais avec une dame, c'était le tweet, elle recevait les messages, elle était obsédée. Et alors, tu avais un tweet, ah dis donc, je viens de manger une pomme qui avait un goût absolument excellent. Et ensuite, DSK viendrait être arrêté, il a été mis au commissariat de New York. C'est exactement sur la même ligne et sur le même plan. Là, c'est terrible, tu vois. Donc voilà, il ne faut pas non plus idéaliser excessivement, même si c'est nécessaire. Je crois qu'on a tort d'idéaliser le net comme on le fait. C'est vrai que les nouvelles générations ont tendance à faire. J'espère simplement qu'elles en reviendront, parce que la bonne information, en fait, elle doit venir de plusieurs moyens d'information différents. De l'écrit, de la télé, de la radio qui permet d'aller au fond avec des interviews très longues et très poussées. Le net est lyncheur. Alors, c'est vous qui parliez du lynchage. Alors, s'il y a un instrument qui est lyncheur horrible, avec une violence, avec des haines, ça, c'est la Vox Populi, c'est la rue. Ça, c'est terrible. Oui, non, mais attends, c'est la Vox Populi anonyme dont tu vois pas la gueule du mec. Justement, Vox Populi, est-ce que ça ne vient pas rééquilibrer? Il y a un certain nombre de journalistes défendent cette thèse. Je pense notamment à Daniel Schederman. Justement, Vox Populi, par rapport à un monde journalistique qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est quand même très moutonnier, très conformiste. Non, mais c'est pour ça. Attendez, moi, je suis pas du tout effondré. Là, je vous fais pas un discours anti-net comme un certain nombre de philosophes ou de journalistes. Je dis simplement les choses en disant que, voilà, par exemple, quand on dit la radio c'est fini, non, parce qu'à la radio, on peut écouter des plages très longues, des interviews qui durent 1 heure, qui sont absolument passionnantes, qui vous permettent d'aller au fond d'un sujet quand on circule, par exemple, quand on est en voiture, vous voyez ce que je veux dire. Et puis la télévision, un grand reportage très fort comme ça dans une guerre, à la télévision, il n'y aura jamais mieux. On aura beau s'escrimer, nous, sur le papier, on aura du mal. Bon, mais en même temps, c'est vrai que pour les enquêtes, les analyses, on est mieux placé. Et le net, à mon avis, si on le considère comme le meilleur pour l'information très rapide, moi je suis d'accord avec la radio. C'est évidemment, en plus, je suis vraiment un utilisateur du net et j'aime le net. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur le côté immédiateté du net que l'on retrouve d'ailleurs dans les télévisions à information continue, sur la radio. L'information, regardez l'immédiateté, vous l'avez vous-même sur LCP. Et puis après, on se contredit. Et puis après, on rectifie. C'est la même chose à la radio. Et donc c'est la même chose dans les quotidiens aussi. Et c'est une bonne chose. Bah attendez, oui, bien sûr. Enfin, non, mais attends, Jean-François, oui. C'est dangereux. Moi, je sais qu'en tant que patron de presse, il m'est arrivé très souvent,
surtout quand il y a un fait divers, et surtout quand il y a un fait divers qui pose problème, du genre, est-ce que c'est pas derrière, il n'y a pas de racisme, l'antisémitisme, l'anti-machin, etc. Je leur dis, attendez, je préfère qu'on réfléchisse plutôt que d'essayer d'être les premiers avec le danger qu'on lui donne une connotation que ça n'a pas. Et quelquefois, regardez, rappelez-vous le fait divers. Oui, mais tu dis ça parce que le journalisme est un métier. Tu te souviens le fait divers qui a relancé le débat sur l'antisémitisme et tout était truqué. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, si au lieu de se précipiter, on avait pris 24 heures, il n'y aurait pas eu. Mais ce que tu dis là, Jean-François, ça peut arriver pour des radios, ça peut arriver dans des télés. C'est pas seulement sur le net, c'est juste parce que le journalisme est un métier, oui bien sûr, et que les gens du net, par définition, sont des nouveaux journalistes, enfin d'un nouveau type. Alors on arrive, qu'ils apprennent aussi. On arrive bientôt au terme de ce débat. Peut-être un mot, parce qu'autrement on va nous reprocher de ne pas l'avoir fait, sur les pressions économiques, sur le problème de l'économie de la presse. On sait qu'il y a beaucoup de magazines, de grands journaux qui appartiennent à des grandes sociétés, qui travaillent avec l'État, etc. Est-ce qu'il y a un problème de l'économie de la presse en France ? Évidemment, il y a un problème de l'économie de la presse. La presse gagne moins d'argent, beaucoup moins d'argent. Il y a même beaucoup de journaux qui sont déficitaires. Et là, ce n'est pas le cas du Point, ni de Marianne, ni du Nouvel Observateur. Enfin, il y a des journaux qui gagnent à peu près leur vie, ou parfois très bien. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a moins d'argent dans la presse. Et quand vous ne gagnez pas d'argent, vous n'êtes pas indépendant. Voilà, moi je crois que c'est ça. Moi, j'ai toujours eu, je pense que le bien le plus précieux pour un journal, c'est l'indépendance. Un journal déficitaire, il a beaucoup de mal à être indépendant parce qu'évidemment, il dépend de tout le monde. Et les pressions, il n'y en a pas plus qu'avant. Il y en a toujours eu des pressions. Éric Deza le disait tout à l'heure. Oui, c'est sûr que les pressions, c'est dur les pressions. Mais en même temps, c'est à nous de résister. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis toujours, moi, l'indépendance, ça se gagne. Ça se gagne en disant merde, en raccrochant quand il le faut. La liberté d'expression, ça se mérite. C'est-à-dire qu'on doit se battre. Tout ne nous arrive pas comme ça. Je veux dire, il y a une forme de conquête. Son actionnaire, si cet actionnaire est une grande société. Non, moi j'ai une théorie toujours, il faut choisir son actionnaire. Moi j'ai toujours eu de la chance. Là j'ai le meilleur actionnaire possible qui a tout compris. Et je pense qu'il faut choisir son actionnaire. Il reste une minute, Jean-François Kahn. Je suis d'accord, c'est quand on gagne de l'argent, on est libre par rapport à l'actionnaire. Si on en perd, je ne vous dis pas. En ce qui concerne la pression publicitaire, moi je vais vous dire, un jour dans l'événement du jeudi, on a fait un dossier sur l'alcoolisme, on a perdu toute la pub Ricard. Il a fallu que je bouffe avec lui et que je boive comme un trou pour lui montrer qu'on n'était pas contre l'alcool. C'était absolument épouvantable. Non, mais il y a quelque chose. Mais ce n'est pas lui, il y a la publicité, du temps où la publicité est très importante dans les journaux. Je sais que beaucoup de gens vont le nier, mais ce n'est pas vrai. En tant que patron de presse, je peux vous le dire. Ils disent... Si vous voulez de la pub, voilà comment il faut faire le journal. Voilà ce que doit être la mise en page. Voilà quel type de une il faut faire. Voilà, etc. Il y a certains journaux qu'on connaît qui ont beaucoup baissé parce qu'ils ont fait des journaux par rapport à ce que la pub leur donnait. Et il y a pire que ça. C'est qu'il y a des journaux qui, pour avoir la pub et vendre de la pub de plus en plus cher, ont complètement truqué leur diffusion. Totalement truqué leur diffusion. Alors, non, mais juste un nom d'histoire très court. Et qui dépend totalement de la pub. Quand je dirigeais le Figaro, il y a un journaliste qui avait amené l'histoire, vous savez, de la classe A. Vous vous souvenez, cette voiture, cette Mercedes, quand elle tournait, elle tombait. Bon, on l'a sortie dans le Figaro. On l'a sortie. C'est une histoire énorme, monumentale pour cette. Vous avez perdu le budget. La pub a continué. Le budget. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je crois que. Il y a des cas où ça continue pas. Il y a des cas où ça. Oui, mais il y a des cas, Jean-François, où ça continue. Donc, il faut se battre. Il faut se battre. Pour avoir la pub et dépendre totalement de la pub. Parce que les ventes ne vous rapportent rien. C'est terrible. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin, au moins provisoire. Merci François-Olivier Gisbert, merci Jean-François Kahn, merci aux organisateurs de ces 7e rencontres de Cannes. Dans un instant, la suite des programmes. Restez sur LCP.